Good afternoon. It's a great pleasure and privilege to be here. I think it's only in France that you can find yourselves. Que l'on peut se trouver là dans une conférence et suivre un philosophe qui va parler de Platon, de Spinoza, du sens de la vie. Donc, bon, c'est pas ce qu'on pourrait voir dans une conférence business aux États-Unis, malheureusement. Je pourrais vous parler de quelque chose là maintenant, mais d'un point de vue beaucoup plus étroit, on va dire, et c'est la question à savoir, nous, en tant que directeurs d'entreprise, experts de l'informatique, pouvons faire afin d'aider d'une façon ou d'une autre l'économie mondiale à se sortir de la situation désastreuse dans laquelle elle est aujourd'hui, dans laquelle elle est piégée. Évidemment, c'est la situation mondiale qui est un problème énorme et je ne vais pas essayer d'y répondre et de trouver la solution dans son ensemble. Mais ce que je voudrais faire, cependant, c'est suggérer qu'il y a des lignes de réflexion stratégiques qui pourraient peut-être, en fait, nous aider nous-mêmes et nous aider les uns les autres à sortir de cette situation désastreuse dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas la solution à tout. Je ne pense pas qu'il y ait une solution totale à tout. Je pense qu'il faut être un philosophe pour croire à ces solutions totales. Mais en tant que praticien de business, j'ai tendance à regarder quelque chose qui fonctionne plutôt que quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Il est utile, en fait, de commencer à réfléchir au contexte intellectuel dans lequel nous sommes aujourd'hui et de réfléchir sur ce qui a changé par rapport à ce qui existait il y a très peu de temps. Par exemple, si l'on devait remonter le temps et revenir à 2007, juste avant la crise, et si on se posait les questions suivantes, à quoi croyons-nous à l'époque? Nous, c'est-à-dire vous, moi, les politiciens, et ce dans tous les contextes. Il y a toute une série de propositions sur lesquelles on est tous d'accord, qui n'étaient pas contestées. Par exemple, ce n'est que les années précédentes que le livre Maestro a été publié. Donc, on parlait là du verre, du Greenspan, et c'était l'architecte de cette transformation dans l'économie des économies avancées qui allait résulter à la fin du cycle de business et d'une prospérité illimitée. C'était aussi à la même époque que Hubert Lucas de l'Université de Chicago recevait le prix Nobel de microéconomique et il disait dans son discours d'acceptation que les problèmes syncôtes de la macroéconomie avaient été résolus. Michael Johnson de la Harvard Business School a écrit donc un article très intéressant au début des années 90 dans lequel il disait que dans les 20 années à venir, que l'essence ne pouvait pas être présumée et il fallait penser à des stratégies, des visions et que c'était quelque chose auquel les directeurs d'entreprise aimaient faire, mais il fallait aller vers le marché des capitaux et toutes les puissances devaient aller vers les actionnaires ou par le système bancaire et donc à Wall Street. Et ceci, de plus en plus, est devenu aussi la sagesse conventionnelle. Il y a eu aussi la perception que chacun pouvait bénéficier d'une augmentation du niveau de vie, que la productivité aux États-Unis avait décollé et allait croître de 1 à 1,5% plus rapidement que les décennies précédentes. Et surtout que dans l'ancienne vieille Europe qui était rétrogradée de par un manque d'application rigoureuse des principes du marché. Ronald Reagan, dans les années 80, avait déclaré, et j'adore cette citation, « Je suis du gouvernement et je suis ici pour vous aider ». Les 9 mots les plus terrifiants de la langue anglaise. Et donc, de nouveau, c'est devenu la sagesse conventionnelle. De côté de l'Atlantique, moins de gouvernement, c'est un meilleur gouvernement. John Williamson, l'économiste au sein de l'IMF, parlait du consensus de Washington, donc une nouvelle vue universelle la façon selon laquelle libérer les marchés, dans les marchés en développement, allait progresser. Et bien sûr, on pensait aussi à l'euro, c'était pas remis en question, et la croissance d'une Europe qui sortirait après quelques débats. Voilà, c'était
des propositions acceptées universellement, qui n'étaient pas remises en question, et ce, il y a juste 5 ans. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alan Greenspan, bien sûr, on l'a compris, a été l'architecte du boom immobilier aux États-Unis et qui a précipité, en fait, le bazar qui en a suivi, pour dire que les problèmes de la macroéconomie ont été résolus lorsqu'on est confronté au prospect d'une répétition d'une grande dépression serait totalement incorrect. Wall Street semble être loin d'être la solution au problème, puisque le capitalisme semble être le plus grand problème, puisqu'on réalise que la structure de la dette que l'on empile sur les dettes et les risques sur les risques a déstabilisé toute l'économie. Et on s'est rendu compte aussi que la prospérité n'était pas partagée par tous, et c'était seulement une petite minorité de la population qui essentiellement avait tout récupéré. Et il a vu aussi que la croissance de la productivité n'avait pas accéléré, c'était une erreur statistique. On a vu aussi que loin du fait que le gouvernement était la source du problème, les gouvernements étaient appelés pour venir à la rescousse de ce capitalisme qui avait échoué, pour sauver l'automobile par exemple. Et c'est l'administration républicaine, aussi bien que l'administration démocratique, des administrations de gauche en Europe, mais aussi de droite en Europe, qui l'ont fait. Williamson a abandonné son concept de consensus de Washington. Christine Lagarde a dit publiquement qu'elle était contre la sagesse conventionnelle, si cela existe, quant à l'avenir d'une politique monétaire en Europe. Et la situation de l'euro, je ne ferai pas de commentaire à ce sujet, elle change tous les jours, mais on pense qu'on tombe de Caribe en Scylla dans ce contexte. Et bien sûr, sans parler du concept d'une Europe qui est de plus en plus incertain. Mon point là n'est pas de passer en revue chacune de ces spécificités, mais de souligner la profondeur réelle avec laquelle tout ce qui a été dit, tout ce que l'on croyait quant aux politiques macroéconomiques et leur contexte pour la stratégie d'entreprise et pour les investissements, tout ceci au cours des 4 dernières années a été totalement invalidé presque. Et il y a eu un débat sur ce qui est des causes réelles. Il nous faut vraiment commencer avec une nouvelle page blanche d'un point de vue mental, parce que tout ce que l'on croyait auparavant, eh bien, s'est révélé faux. Depuis le début de la crise, le débat sur ces deux côtés de l'Atlantique, en fait, a été 2 débats différents. Aux États-Unis, le débat, c'est sur le niveau approprié de stimuli fiscal. Et bon, je ne vous parlerai pas de politique et d'économique de tout ceci, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Mais en Europe, comme vous le savez bien mieux que moi, on parle d'austérité. Et certains pays ont pratiqué l'austérité beaucoup plus que d'autres. Beaucoup d'économiques ont fait des études aux dernières années pour essayer de mesurer l'impact de cette austérité. Et ce n'est qu'un graphique, de nombreux graphiques, qui indiquent ce qu'est la réponse, à savoir l'austérité, loin d'être un remède, elle semble faire que les choses empirent. Et donc, nous sommes totalement bloqués, nous sommes dans une position extrêmement difficile, et il est extrêmement difficile pour les entreprises de commencer à y réfléchir. D'un point de vue macroéconomique maintenant, je pense que c'est le point de départ est d'en revenir à l'ancienne économie, en fait, l'économie formulée par John Maynard Keynes dans les années 30, mais qui se concentre sur la demande agrégée. Le problème clé, je pense, et beaucoup de personnes le pensent, c'est, bon, je dirais, la majorité des économistes le pensent, que le problème clé, c'est l'insuffisance de la demande. Comme Keynes l'a formulé, la demande a différentes origines. La consommation, l'investissement, les dépenses des gouvernements et les exportations nettes. Les chiffres sont ceux de 1,5 trillion de manque de demande en Europe. Pour l'OCDE, l'OCDE, c'est 3,5 milliards de dollars. Et donc, il faut que la fin arrive. Alors, elle va arriver d'où? Les dépenses vont arriver d'où? Les consommateurs, spécialement aux États-Unis, on achète beaucoup à acheter, et aller faire son shopping, c'est la solution à tous les problèmes économiques. La difficulté de cette fois-ci, bien sûr, c'est que le consommateur a beaucoup trop de dettes. Le consommateur doit rembourser cette dette, et puisqu'il rembourse leur dette, eh bien, cela réduit la demande et ne l'augmente pas. Il est donc extrêmement difficile de voir un scénario dans lequel il y a une augmentation autonome dans les dépenses des consommateurs qui soit à la base de la dépense. Et dans beaucoup de contextes de par le monde, la
possibilité serait de dévaluer votre monnaie, ce qui augmente les importations, diminue les exportations et autres, on stimule l'économie. Et donc le problème, bien sûr, est double. L'un est que l'OCDE, en général, a un manque de la demande, donc contre qui allons-nous dévaluer? Et l'autre problème qui est spécifique à l'Europe, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'euro. Et donc il est impossible pour les pays tels que l'Espagne de faire ce qui est évident, à savoir d'évaluer la monnaie par rapport au Deutsche Mark. On ne peut pas le faire. On ne peut plus le faire. Donc les routes de commerce traditionnelles ne fonctionnent plus. Il ne reste plus que deux choses à faire, l'investissement et les dépenses gouvernementales. Dépenses publiques, donc. Si l'on regarde l'investissement privé, j'entends, les entreprises ont les ressources, sans aucun doute. Les chiffres américains sont que les entreprises ont 2000 milliards de dollars en cash. Les chiffres ont été révisés récemment. Peut-être que c'est que 1,5 milliard de dollars, mais c'est quand même énorme. Si toutes les entreprises dépensaient une partie de ceci dans les usines, dans leur capacité, dans leur système, quel qu'il soit, les ordinateurs et autres, eh bien, ceci serait un stimulus important pour l'économie. Le problème, d'un point de vue des entreprises, bien sûr, c'est que vous ne pouvez pas construire une entreprise si vos usines actuelles ne sont pas utilisées à 100%. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle usine si vous n'utilisez pas à 100% vos usines. Et donc, les entreprises n'ont pas les incitations pour faire des investissements. Les dépenses gouvernementales, là, ont plein d'encouragements. Elles ont la volonté politique d'essayer de stimuler l'économie et de gagner des voix. Mais elles ont un autre problème, à savoir, pour quelque raison que ce soit, et ce de Parlement, les gouvernements n'ont pas les ressources. C'est peut-être une question de perception ou de réalité, et quelle que soit l'une ou l'autre, ça n'a pas d'importance d'ailleurs. Les gouvernements n'ont pas les ressources pour avoir des politiques et des investissements agressifs. Ils sont oppressés par leurs dettes énormes, ils ont peur de l'inflation, ils ont aussi peut-être des vues morales selon lesquelles la dette c'est le mal, et donc la dernière chose à faire c'est de développer encore la dette. Donc quel que soit en fait le point de vue, eh bien dans toutes les régions de par le monde, la position nette est que les gouvernements doivent avoir la volonté, le désir de faire les investissements. Ils ne pensent pas qu'ils ont les ressources cependant pour le faire. Donc lorsque l'on compare tout ceci, aucune ne fonctionne. Mais vous voyez un paradoxe quand même intéressant. Ce paradoxe est que les entreprises ont les ressources mais pas la volonté, et les gouvernements ont la volonté mais n'ont pas les ressources. Et donc, ici, on peut trouver une façon ou une autre de raffiner un petit peu ce problème. Le fait que les gouvernements changent les règles afin que les entreprises aient la volonté de le faire, eh bien, on pourrait encourager les investissements privés qui, à leur tour, pourraient conduire l'expansion de l'économie. C'est là le point clé sur lequel je voudrais passer un peu de temps. Les coûts des transactions qui diminuent pourraient être à l'origine de tout ceci. Ce graphique, ce qu'il représente, eh bien, c'est la loi de Moore, l'accélération dans la puissance des informatiques sur l'axe vertical, et quelque chose que les gens appellent la loi de Butter, c'est à savoir la loi selon laquelle on peut prédire le trou avec lequel la vitesse des données traverse les réseaux de fibre optique. Et tout ceci a augmenté dans le temps, bien sûr, mais ce que vous pouvez observer, c'est une chose très intéressante. Ces deux choses-là, avec leur explosion sur une période de 25 ans, ont diminué les coûts de transaction. Il est de plus en plus simple pour nous d'utiliser de plus en plus d'informations, et ce, à des coûts de plus en plus faibles. Et ils ont supprimé les barrières de la distance. Où que soit l'information, ça n'a pas d'importance. C'est évident pour un auditoire comme vous. Mais ce qui est frappant, c'est que tout ceci n'a pas progressé à la même vitesse. Ce n'est pas une courbe logarithmique. Lorsqu'on a 45 degrés de pente, c'est là où les deux processus avancent à la même vitesse. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux erreurs. Une erreur avant 1995, où le processing allait beaucoup plus rapidement que la communication, et donc ensuite, après 1915, où c'était l'inverse. Il n'est pas surprenant que dans une période où le processing était le substitut de la communication, vous êtes allé vers des choses qui étaient le desktop computing, parce qu'on gâchait la partie informatique afin de minimiser la façon dont on allait déplacer les informations. Depuis 1995, par logique inverse, nous avons eu un mouvement vers un monde de plus en plus en réseau.
Et c'est autour de 1995 aussi que l'Internet s'est développé en tant qu'outil commercial plutôt qu'une institution académique. Et tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, crowd computing, les big data et autres, c'est une réflexion en fait de cette tendance sous-jacente. D'un point de vue fondamental, donc, ceci est la technologie qui sous-tend à peu près tout ce que vous faites ici dans cette salle. Ce graphique résume les tendances plus importantes de la technologie de notre vie, en fait. Le point clé est ce que cela fait, c'est tout simplement permettre de plus en plus la séparation d'activités qui auparavant étaient liées, que ce soit la gestion d'un call center en Inde plutôt que l'avoir ailleurs, que c'est externaliser toute fonction que ce soit la rupture des industries totalement verticalement intégrées, donc avoir les logiciels, les applications et autres séparés. Tout ceci a été rendu possible fondamentalement par les variances de cette loi. Alors, quelle histoire est-ce que tout ceci implique? Eh bien, quelque chose qui est un changement de paradigme important quant à la façon dont on pense à la stratégie business. On pensait auparavant à cette stratégie comme étant la chaîne de la valeur, à savoir des activités liées qui, ensemble, sont tenues par les transactions économiques. Cependant, ces transactions, les coûts de transaction diminuent. Et puisque ces coûts diminuent, eh bien, les composants, de plus en plus, peuvent se séparer. Et donc, les différents éléments de cette chaîne de valeur peuvent aussi être séparés, pas seulement en différents business, mais en différents types d'institutions eux-mêmes. Ça peut être une communauté Linux qui va créer des softwares sur une base d'auto-organisation. Ça peut être aussi donc une utilité qui fournit un service à l'ensemble de l'industrie, comme c'est pour le cas des paiements bancaires. Ça peut être une plateforme comme Facebook ou Twitter ou Wikipédia pour cette raison qui permet en fait le développement de toutes ces communautés qui s'auto-organisent. Donc vous voyez une évolution de différents types d'institutions ici, pas différentes business, mais différentes institutions qui se basaient sur cette rupture de la chaîne de valeur historiquement intégrée. Et toutes peuvent suivre des économiques totalement différentes. Le lien entre tout ceci et les problèmes macroéconomiques sont que si l'aspect économique est le bon, eh bien ceci crée de la valeur et peut justifier les niveaux importants d'investissement. Ça peut fournir aussi des développements dans la création de valeur pour les consommateurs, pour les employés et pour les actionnaires. Mais en plus de tout ceci, eh bien, cela peut tout simplement stimuler la demande. Et en stimulant la demande, ceci a un effet catalytique sur l'économie dans son sens large. Et c'est exactement le type d'investissement dont on a besoin. Beaucoup d'études ont été effectuées récemment sur ce qu'on appelait l'économie de l'Internet. Toutes ces petites activités de business là qui peuvent ou ne peuvent pas fleurir sur une plateforme qui se base sur une technologie partagée. Et donc ces graphiques dont viennent de différentes sources, mais les conclusions sont les mêmes, à savoir qu'il y a énormément de données qui indiquent que lorsque vous avez une explosion de deuxième ordre de toute activité entrepreneuriale de petite échelle, eh bien, on peut avoir le bon type de plateforme en place. Et une dernière étude par la Banque mondiale a conclu qu'une différence de 10%, par exemple, dans le déploiement de la bande passante pouvait aller vers à 1,25% de différence en termes de croissance de PIB. Donc, si vous pouvez projeter ceci à 10 ans, en étant très spéculatif, mais les différences cumulatives sont importantes ici. Donc voilà, des opportunités pour l'économie dans son ensemble. Et donc, on pourrait espérer que les gens pourraient faire donc les investissements nécessaires. Quels sont-ils? Eh bien, la réponse n'est pas malheureusement aussi simple que cela. Parce que si vous êtes une entreprise de téléphonie et que vous regardez tout ceci, vous n'êtes pas intéressé à la quantité d'entrepreneuriat qui va être stimulée par l'économie dans son ensemble. Vous êtes intéressé par les revenus que vous allez obtenir et que les clients vont payer pour leur investissement. Et l'investissement clé, bien sûr, c'est la fibre optique. Mais le problème de la fibre optique, c'est que c'est extrêmement coûteux. Et donc, si on voit le coût en fonction de l'utilisation, eh bien, la courbe est extrêmement pentue, comme vous pouvez le voir ici. Et si on prend l'exemple des États-Unis, vous êtes telco, il y a une compagnie câblée qui a 50% de part de marché. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez anticiper au mieux 50% d'utilisation, ce qui signifie que votre coût en capital par client est de l'ordre de
$3 000 américains. Donc c'est tellement cher qu'en fait, aux États-Unis, eh bien, les entreprises de téléphonie prétendent seulement déployer ces réseaux. Les déploiements ont été extrêmement limités et ont été largement stoppés. Si, comme c'est le cas dans certains pays européens, vous avez un monopole dans téléphonie, eh bien vous avez des volumes beaucoup plus importants. Mais vous avez un autre problème. Le problème que vous avez ici, c'est que c'est déjà du business que vous avez déjà. Le retour sur investissement, c'est le nouveau business que vous allez obtenir, qui sera la conséquence de la fourniture de cette nouvelle bande passante. Et le problème est que ceci va cannibaliser votre propre activité et donc ne va pas conduire à des investissements attractifs. Alors qu'est-ce qui va se passer à quelques exceptions significatives? Eh bien, c'est qu'il y a un sous-investissement grossier dans ces technologies. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le retour privé sur investissement, le retour pour les entreprises téléphoniques ne correspond pas au retour social qui est représenté avec ces deux graphiques. On a le même retour pour la société et les entreprises privées considèrent les mêmes problèmes. L'aspect économique qu'il voit est différent. Comment est-ce qu'on peut résoudre tout ceci? Eh bien, l'observation simple est qu'au sein des télécommunications, il y a tout un stack là, un stack qui est similaire au stack informatique qu'on a dans les OSI ou dans les informatiques ou dans d'autres contextes technologiques. Et si vous voyez tous les stacks ici, tous les empilements, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir une téléphonie terrestre, eh bien, il y a des caractéristiques différentes. En particulier, des caractéristiques quant au cycle de vie de l'investissement, durée de vie d'investissement et des caractéristiques sur les compétences nécessaires qu'une entreprise doit avoir afin de pouvoir faire ces investissements. Par exemple, tout en haut de ce stack-là, on parle de routeurs, on parle des réseaux actifs de commutation. Ce dont on parle là, c'est une activité qui fait que vous devez faire avoir un bet sur la technologie. Donc vous devez connaître cette technologie, vous l'avoir pendant suffisamment de temps pour avoir un retour sur investissement et passer ensuite à la suivante. Donc c'est une activité très risquée en termes de technologie et c'est un business qui pourrait être extrêmement désastreux si vous essayez de le faire. Et sans aucun doute, c'est un désastre. Cependant, si on regarde le bas de ce stack, est différent. Là, ce sont les pôles, ce sont faire des trous dans le sol, par exemple. Voilà, hein, les poteaux, les conduits et tout ça. C'est un monopole parce qu'il n'est pas intéressant d'avoir plus d'un câble, sauf dans les locations très denses. Mais il y a de nouvelles technologies impliquées dans tout ceci. Et s'il y a quelque chose qu'il faut donc que les politiques locales soient d'accord pour créer ces infrastructures. Donc une activité tellement différente. Et de par les coûts élevés de transaction, on a toujours pensé que ceci était une seule activité, à savoir une entreprise de téléphonie. Et les points économiques en bas de ce stack-là en font ces caractéristiques. Et les points côté économique tout en haut, qui sont différents, sont toujours liés ensemble. On a toujours pensé que c'était un seul problème. Mais bien sûr, ce n'est pas un seul problème aujourd'hui. De plus en plus, et dans certains pays, y compris la France, les gens commencent en fait, de façon active, à faire des différences entre ces différents types d'activités. Et la clé, là, c'est une petite technologie qui fait que tout ceci est interchangeable. Donc pour prendre un exemple encore plus important de tout ceci, regardez Singapour. Le gouvernement de Singapour a divisé en fait l'industrie téléphonique à Singapour en toute une série de couches en fait, de niveaux faits de stacks. Et la distinction clé à faire est entre ce qu'on appelle Netco, qui est une entreprise qui fait les trous, en fait, qui s'occupe de la voie haute, et puis Opco, qui est l'entreprise qui a la licence pour créer, en fait, les composants commutateurs et qui ensuite va vendre sa technologie donc à plusieurs prestataires et fournisseurs de services Internet. Mais ce que était fait à Singapour, c'est qu'ils ont permis, en fait, à une nouvelle économie de se développer. Lorsqu'il se soucie sur un service universel, c'est un problème pour Netco et quelques points sont nécessaires pour que Netco puisse tirer des fils pour des câbles vers ces personnes qui sont éloignées. Et ceci ne pourrait être fait si le gouvernement n'avait pas parié sur la technologie. D'un autre côté, la business Opco, c'est un business qui a été conçu pour aller vers une activité compétitive. Vous pouvez avoir beaucoup de Opcos qui opèrent sur un seul Netco. Et donc, vous pouvez avoir tous les mérites du capitalisme, de l'innovation, des prises de risques, de l'entrepreneuriat, et ce, dans la couche là où on en a besoin.
Le résultat de tout ceci, de cette combinaison de cette logique, c'est que le gouvernement se concentre sur ce qu'ils sont bons, à savoir fournir les subventions là où l'intérêt social et l'intérêt privé divergent, mais les entreprises sont toujours aussi libres de faire ce qu'elles sont bonnes, à savoir prendre le risque et innover et exploiter et comprendre les technologies. Donc avec tout ceci à la tête, c'est un seul problème en fait, hein, la combinaison des deux. Mais de plus en plus, ce n'est plus un seul problème, c'est deux problèmes séparés et séparables. Et c'est précisément cette séparation que l'on commence à voir. Singapour, ce n'est qu'un seul exemple. Il y a d'autres exemples de par le monde aussi, avec différents niveaux de complexité, et on peut voir ce qui se passe en France aussi avec cette approche. Mais la clé à toute cette logique ici est qu'en exploitant ces coûts de transaction qui diminuent, on peut séparer ces différents niveaux dans un stack business et permettre à ces différents niveaux d'évoluer de façon différente. On peut donc concentrer l'intervention du gouvernement d'un point de vue keynésien classique ou faire que les dépenses publiques soient là pour stimuler l'économie. Donc on peut concentrer ce type de choses dans les domaines où les gouvernements ont un avantage pour décréer de la valeur en finançant des certains points. Et donc, en même temps, on peut créer des plateformes sur lesquelles les entreprises, telles que OPCO ici, peuvent faire des investissements énormes qu'ils n'auraient pas fait autrement. Parce que de leur point de vue, ça ne vaut pas la peine de construire le réseau fibré. Mais d'un autre côté, ils peuvent aussi être très agressifs. Autre exemple pour cette même logique, dans un domaine totalement différent. Dans l'industrie de l'électricité, on parle beaucoup de quelque chose qu'on appelle donc les réseaux intelligents, à savoir donc la puissance de l'Internet et autres. Il y a beaucoup d'idées très intéressantes à ce sujet. L'idée centrale est que vous avez donc un compteur donc, qui va de façon intelligente mesurer votre consommation. Donc il y a deux flux d'informations ici, des niveaux descendants et ascendants sur le réseau. Vous avez ce qu'on appelle donc le réseau de domicile, à savoir une intégration intelligente de tous les équipements au sein de la maison. Et ensuite, vous avez les équipements intelligents eux-mêmes, les réfrigérateurs et autres, qui peuvent optimiser l'utilisation de l'électricité selon le moment de la journée. Pas seulement est-ce que vous pouvez... Bon, vous ne pouvez pas seulement avoir une consommation flexible, mais vous avez aussi une production d'électricité au niveau du détaillant. Vous avez là des consommateurs qui vont avoir des panneaux solaires sur leur toit. Ils peuvent même vendre cette électricité au réseau. Et s'ils le veulent, ils peuvent le stocker aussi. On peut construire des équipements de stockage lorsqu'il est peu onéreux et le vendre lorsqu'il est un peu plus cher. Et donc, voilà, si on avait tous des voitures électriques par exemple, l'impact sur l'économie de stockage là, du réseau serait énorme. Donc voilà, cette superbe vision dont l'industrie de l'électricité pourrait se développer dans les 10 prochaines ou 20 prochaines années. De nouveau, regardons l'aspect économique. Si l'on pense d'un point de vue social, le retour pour la société d'investissement dans cette réseau intelligent, et si l'on regarde les bénéfices pour l'OCDE, eh bien, on a estimé que c'était de l'ordre de 1,5 à 2 000 milliards de dollars. Vous voyez, des bénéfices énormes, et en particulier, c'est 4 fois le coût même de cet investissement. Donc, même le retour social pour un réseau intelligent semble très positif. Bon, il n'y a pas de débat sur les chiffres et autres, mais c'est une proposition de base qui est très très claire. Cependant, si vous regardez de nouveau et posez cette même question d'un point de vue d'une entreprise d'électricité, les choses sont différentes. Ce que fait le réseau intelligent, c'est permettre aux personnes de réduire en fait leur consommation. Et la réponse là est que, compte tenu de leur coût de capital, eh bien, on arrive à l'équilibre presque. Ils pourraient le faire, mais ils le font très très lentement. Et donc, aux États-Unis, par exemple, la conséquence de ceci, c'est que le développement de réseaux intelligents est très très lent. Et s'il y a d'autres acteurs dans le système qui ne sont pas partie prenante à la décision, quels sont ces autres acteurs? Eh bien, si vous êtes un foyer et que vous regardez l'installation, on va dire, de panneaux solaires sur votre toit, eh bien, le côté économique de tout ceci, sans les subsides du gouvernement, est très très mauvais. Ça ne vaut pas la peine de le faire, sauf si, pour des raisons politiques ou idéologiques, vous le faites. Et donc, le côté économique de la voiture électrique, eh bien, n'est pas favorable de la même chose.
sans des subsides colossaux du gouvernement. Quel est le résultat de tout ceci? Eh bien, c'est que il y a un retour social important qui ne se traduit pas en un retour d'investissement que chaque acteur privé soit prêt à faire. Et donc, quelle est la solution? Eh bien, une solution est une solution keynésienne. Les gouvernements le font, nationaliser l'industrie de l'électricité et ensuite, voilà. Bon, le problème de tout ceci, c'est que le retour d'investissement serait bien plus élevé, mais vous avez aujourd'hui des gouvernements qui vont gérer ce qui est effectivement une industrie très consommatrice de technologie, et donc les gens du business sont très conscients de tout le côté négatif que tout ceci crée. Ça ne semble donc pas être la meilleure solution. Donc, par rapport à une solution purement marquée, où les acteurs privés vont prendre les décisions pour que tout ça fonctionne, ou une solution totalement publique, où les gouvernements donc gèrent l'industrie pour le bénéfice du bien public, eh bien, aucune de ces solutions n'est la bonne réponse à la question. Alors, quelle est la bonne réponse? Eh bien, de nouveau, le truc là, c'est de trouver le point clé d'équilibre. Et ce point d'équilibre là, c'est le compteur. Ces compteurs ne sont pas très bons, mais ils sont très petits par rapport. Et la dépense est petite, mais les côtés économiques ne sont pas très bons. Lorsqu'une entreprise, en fait, considère l'installation de compteurs, elle ne voit pas vraiment le retour d'investissement. Et donc, de nouveau, l'investissement est très lent, sauf dans ces pays où le gouvernement soit subventionne ou exige l'installation de ces nouveaux compteurs. Et là, c'est vraiment clé, parce que si vous avez donc ce compteur intelligent qui est installé de façon universelle, alors vous pouvez avoir des prix qui varient selon le temps. Vous pouvez donc varier le prix de l'électricité de minute à minute dans la journée selon l'équilibre de l'offre et de la demande et selon aussi le coût marginal de l'électricité et des sources de l'électricité. Si vous êtes par exemple au Texas au milieu de l'été, tout l'air conditionné fonctionne et donc le prix de l'électricité va augmenter. Mais si vous êtes au milieu de la nuit et que le vent souffle, eh bien, donc, si on peut fournir de l'électricité, eh bien, on pourra avoir de l'électricité à titre gratuit. Et donc, tout ceci pourrait apparaître comme étant aussi totalement gratuit pour le consommateur individuel. Et donc, on peut varier le prix dans le temps. Ça peut être possible si vous avez ce compteur intelligent. D'une façon ou d'une autre, il faut donc que l'on arrive à faire installer ces compteurs intelligents. Il faut donc dépasser en fait ces côtés négatifs de l'économie en obligeant l'installation par des subventions, en obligeant à ce que ce petite partie là de structure d'industrie soit installée, qu'on y investisse pour le bien social. Et tout sera transformé. Par exemple, le côté économique des maisons où on va installer des panneaux solaires, eh bien, sont totalement changés. L'économie des foyers qui ont des voitures électriques plutôt que des voitures à combustion, donc tout change. Et vous voyez, toutes ces autres activités qui, d'un point de vue inhérent, sont consommatrices de technologie, eh bien, ce n'est pas au gouvernement de décider quel type de voiture on doit conduire, mais tout ceci est transformé par, tout simplement, ces petits investissements dans un compteur intelligent. Donc, il faut comprendre ce qu'est le point d'équilibre clé là où l'on peut exploiter les coûts de transaction qui baissent afin de transformer toute l'économie capitalistique du système en Occident. Autre point, si l'on considère le côté économique de la voiture électrique. Bon. Là, vous avez le coût pour une voiture moyenne, quotidiennement. Ce sont des chiffres américains, mais les chiffres ne seraient pas totalement différents en Europe. Bien sûr, le prix de l'essence est beaucoup plus élevé, c'est tout. Donc vous pouvez acheter une voiture hybride, et c'est moins cher par jour en termes de consommation d'essence, mais c'est aussi beaucoup plus onéreux à l'achat. Vous pouvez avoir une voiture électrique qui est encore moins chère, mais de nouveau qui n'est pas suffisamment moins chère pour pouvoir payer les coûts supplémentaires de la voiture elle-même. Si vous avez un compteur intelligent, vous pouvez varier le coût de l'électricité selon le moment de la journée. Et donc le propriétaire de la voiture peut donc recharger la voiture à ces heures où l'électricité est peu chère, et s'ils ne conduisent pas la voiture, ils peuvent peut-être même revendre l'électricité au réseau à un moment où l'électricité est plus chère, et donc récupérer un petit bénéfice sur la différence entre les deux. Donc, vous voyez, ceci semble terriblement compliqué. Il y a beaucoup d'entreprises telles que Microsoft ou Google qui pourraient écrire un petit programme et qui le feraient pour vous. Donc, vous voyez, en fait, tout est très simple.
Ceci transforme en fait le côté économique ou l'économie de la voiture électrique. C'est encore plus transformant qu'une subvention pour les voitures électriques. C'est beaucoup moins cher et ça a un impact beaucoup plus important. Cela évite en fait le problème que les gouvernements ont dans les problèmes de technologie, mais en même temps, cela libère une quantité énorme d'opportunités entrepreneuriales pour les autres acteurs du système. Donc, la logique sous-jacente ici est en fait que l'économie a extrêmement besoin de stimulus. Les gouvernements ont les incitations, mais n'ont pas les moyens. Les entreprises ont les moyens, mais pas les incitations. Les coûts de transaction baissent de par la technologie à laquelle on pense à longueur de temps, et ceci permet une séparation de différents types d'activités, et donc l'évolution de différents types d'investissements. En particulier, cela nous permet de faire que la main-d'œuvre et que l'activité entrepreneuriale et intensive en innovation puisse évoluer en haut du stack et change le côté économique, alors que les monopolies qui sont naturellement intensifs en capital, eh bien, se retrouvent en bas de la pile. Des politiques publiques intelligentes et des stratégies de business intelligentes peuvent exploiter tout ceci et créer un bien-être pour le public et un bénéfice pour le privé. Quels sont les exemples de tout ceci? Eh bien, j'ai déjà parlé des capacités en fibre noire, j'ai parlé aussi des infrastructures de compteurs développés, mais il y a d'autres exemples si l'on pense au spectre de commutation continuée pour tout ce qui est technologie mobile. Si vous pensez à la santé, bien sûr, et l'économie qui viserait à créer des données et des centres de stockage de données dans ce domaine. Et si vous pensez aussi aux registres médicaux à l'international, ce ne sont pas des choses qui vont faire gagner des bénéfices, mais ils ont une capacité énorme à transformer la vitesse à laquelle on peut apprendre dans ce domaine. On peut avoir un partage de la connaissance dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, et ceci transformerait donc l'économie de la recherche-développement en pharmaceutique. Et ceci nécessiterait donc un changement dans l'attitude gouvernementale pour tout ce qui est les lois antitrust, afin de pouvoir créer une sorte d'aspect collectif pour partager l'information. Mais la séparation des couches inférieures qui ont un type d'économie des couches supérieures, eh bien, sont fondamentales. Et donc, ce que je suggère ici, c'est quelque chose que j'appelle un nouveau New Deal. Pourrait nous aider donc à faire sortir la microéconomie de la demande dans laquelle elle est. Elle libérerait donc le côté microéconomique, elle réconcilierait donc à une échelle massive avec des innovations décentralisées et pourrait créer des milliards de dollars de croissance et d'opportunités de croissance. On se baserait plus sur les règles et on se baserait sur des règles, non pas des réglementations. Cela définirait des stratégies pour que bon nombre d'entreprises pourraient utiliser. Cela nécessite bien sûr aussi un leadership visionnaire. Et si cela semble difficile, eh bien je soulignerai que dans bon nombre de contextes, cela va se produire. Ce n'est simplement qu'une question de temps. Et si on ne le fait pas, quelqu'un le fera à notre place. Et si on ne le fait pas ici, alors ce sont les gens de Singapour qui vont le faire. Et les conséquences vont commencer à se faire jour en termes de concurrence internationale. Voilà, c'est quelque chose de totalement nouveau. Si vous en revenez à l'histoire de l'industrie téléphonique aux États-Unis, ici, au début du XXe siècle, eh bien c'était exactement le même type de crise. Un dysfonctionnement massif, puisqu'on avait une capacité inefficace, et c'était AT&T, c'était AT&T, c'était pas le gouvernement, c'est AT&T qui a créé l'initiative, qui a pris l'initiative de créer le réseau téléphonique, qui a été un si grand succès pendant 75 ans. Je pense que nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où ce dont nous avons besoin, dans une industrie ou une autre, c'est un nouveau type, en fait, d'engagement, un engagement de ce type, et la technologie, c'est ce qui pourra rendre ceci possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Okay, thank you. Bien, merci beaucoup pour cette question. Donc, alors, le problème fondamental dans les infrastructures, en fait, c'est que celles-ci ont des externalités importantes. Et donc, si les infrastructures sont construites sur une économie privée,
eh bien, il y aura donc une sous-construction par rapport à ce que l'on aurait besoin d'un point de vue social. Mais on a la situation là où les constructeurs de cette infrastructure peuvent tarifer de façon différente et on ne peut pas extraire la valeur totale de ce que vous créez. Et le problème, en fait, n'est pas une tragédie, c'est en fait l'inverse. Le problème, c'est lorsque les économies sont totalement privatisées, vous n'avez pas suffisamment d'infrastructures qui sont créées. Et donc, ce que je dis là, c'est qu'en changeant le côté économique, pas totalement, mais juste en le changeant un tout petit peu, eh bien, il serait possible de transformer ce point. C'est tout? Voilà? Non? Il y en a une autre? Très très bonne question là. J'ai 21 secondes pour y répondre. Alors, je ne pense pas que ce soit l'industrie du PC aujourd'hui. De plus en plus, cela devient en fait l'industrie du mobile, l'industrie du PC, donc c'est devenu quelque chose de beaucoup plus large. Et le point clé ici, c'est que vous pouvez considérer cette industrie comme un spectre en fait. Et d'un côté, vous avez la puissance du PC traditionnel, du serveur, et de l'autre côté, vous avez la portabilité, par exemple l'iPod. Et de plus en plus, ce que l'on a donc sur ce spectrum d'équipements, c'est que cette logique du stack est importante si on parle d'équipements qui sont importants et pas mobiles. Mais l'intégration verticale est beaucoup plus importante si on parle de petits équipements. Et ce que l'on voit, c'est une collision pas seulement de différentes technologies, mais aussi une collision de différents business models sur ce spectre. Et la partie la plus intéressante, bien sûr, est du côté de la portabilité. Et de ce côté, ce sont des modèles verticalement intégrés qui gagnent. Et ce qu'on va voir dans les 2 à 3 années à venir, en fait, c'est Microsoft et Google et probablement Samsung qui vont tous aller vers un modèle de plus en plus intégré verticalement. Et ceci va créer des crises colossales pour des entreprises telles que HP et Dell, par exemple, qui traditionnellement se sont basées sur Microsoft pour leur fournir donc les OS de leur activité. Et donc, je pense que tout ceci va les conduire à des business models totalement différents. Ils vont peut-être utiliser Linux afin de pouvoir préserver donc un modèle de stack que l'on trouve du côté non mobile du marché, alors que les compétiteurs du côté mobile du marché vont de plus en plus être intégrés verticalement. Donc voilà, ça en un paragraphe, c'est l'avenir de l'industrie du PC. Et je pense que l'on doit s'en tenir à cela. Je vous remercie de m'avoir écouté.